Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de souveraineté européenne et du problème de savoir comment cette notion s'articule avec la création d'un État européen, donc d'un État fédéral européen. Il est clair qu'on va vers une souveraineté européenne. Les souverainetés locales, donc purement françaises, allemandes, italiennes. Que ce soit au niveau monétaire, économique, de la défense, de la politique énergétique, même de la politique industrielle, ne permettent plus de conduire des politiques efficaces. Par voie de conséquence, on est donc entré dans une ère de souveraineté européenne. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne a été créée, ensuite la monnaie unique, la Banque centrale européenne. C'est la raison pour laquelle il existe le traité de Lisbonne qui établit une alliance défensive entre tous les pays européens. C'est aussi la raison pour laquelle on a de nombreuses coopérations en matière industrielle, aéronautique, de l'espace, de la défense, de la police, etc. On est donc en fait entré dans une ère de souveraineté européenne. Mais la difficulté, c'est qu'il existe encore des États européens séparés qui ne sont pas unifiés sous l'égide d'un État européen fédéral. Et quand ces États européens séparés poursuivent leurs intérêts particuliers, ce qu'ils font naturellement parce qu'ils ont des bases électorales, des histoires et des situations différentes, eh bien cela porte atteinte à la coopération, à l'intégration et aux politiques européennes communes. C'est pour ça que la coopération entre États européens séparés, c'est mieux que rien, mais ça ne peut pas suffire. D'autant plus que ça pose aussi un problème politique, c'est-à-dire que les populations veulent savoir quel est leur avenir. Et si vous ne mettez pas en avant la création et l'avenir en commun à travers un État fédéral européen, eh bien les populations considèrent que leur avenir passe avant tout par leur État local, ce qui conduit à la mise en avant des intérêts particuliers locaux, à la diminution des coopérations, voire à leur annulation, et donc finalement à un résultat qui est mauvais. Et cette tendance, on l'a déjà vu à l'œuvre, elle a commencé à se mettre en place, avec le Brexit notamment. Donc, pour une souveraineté européenne réelle, il faut un État fédéral européen qui est capable de conduire une politique cohérente et unifiée dans les grands domaines de ses compétences, donc la défense, l'énergie, l'industrie, les grandes infrastructures, et continuer à le faire dans les domaines qui sont déjà de la compétence de l'Europe, notamment la politique monétaire. Cet État fédéral européen, il est donc nécessaire. Alors pourquoi il y a peu de forces politiques qui prônent sa création? Eh bien parce que on se trouve confronté à un retard de la prise de conscience de l'identité européenne. C'est-à-dire qu'on est dans un système européen, à tous les niveaux, mais l'identité européenne, qui est pourtant très puissante, n'est pas encore parvenue pleinement à la conscience des populations et des forces politiques. C'est pour ça que la première étape, le premier objectif d'une force européenne fédéraliste politique en Europe, c'est d'européaniser les populations en leur faisant prendre conscience de leur identité européenne. Une fois que cet objectif est atteint, eh bien, l'étape suivante, qui
consiste à créer un État fédéral pour simplement tirer les conséquences du fait qu'on est entré dans une ère de souveraineté européenne, eh bien, cette deuxième étape s'ensuit naturellement. Donc la première étape, c'est européaniser les consciences en faisant prendre conscience aux populations de leur identité avant tout européenne. Cette identité qui se manifeste dans tous les domaines de la vie, en Europe, sociale, politique, la famille, le droit, la philosophie, les sciences, etc. Tous les domaines importants. Donc l'identité européenne doit être défendue par les forces fédéralistes pour pouvoir créer un État fédéral européen. Il faut aussi ajouter que les forces qui refusent l'identité européenne et qui s'arc-boutent sur une soi-disant primauté de la culture d'un côté italienne, de l'autre côté allemande, de l'autre côté française, ce sont des forces qui font preuve d'un esprit de clocher et d'une vision bornée, qui n'est pas adaptée à la réalité historique, ni à la réalité de la culture en Europe. Il ne faut pas hésiter à caractériser les forces qui mettent en avant d'abord la culture française, d'abord la culture allemande, la culture anglaise, la culture italienne, sur la culture européenne et les points culturels que les Européens partagent. Ces forces, eh bien, ce sont des forces retardatrices, ce sont des forces réactionnaires et ce sont des forces qui sont bornées et qui se complaisent dans un esprit de clocher. Donc il existe évidemment des cultures locales, comme en France il existe des cultures locales, dans toutes les régions françaises, en Allemagne de même, mais ces cultures locales françaises, allemandes et italiennes, ce ne sont que des parties de la grande culture européenne qui, par ses sources communes, par ses sources antiques, par ses influences mutuelles massives et par ses points communs extrêmement forts, cette culture européenne, en fait, elle dispose d'une primauté sur les cultures européennes locales. Merci de votre attention.